La nuit dernière, le ciel s'est mis à trembler simultanément au-dessus de 19 régions russes. Des drones de frappe à longue portée avançaient à basse altitude, étirés en longues files, chacun filant vers un point fixé d'avance, à des centaines de kilomètres de son lieu de décollage. Selon la déclaration du ministère russe de la Défense, au petit matin, la défense anti-aérienne annonçait avoir intercepté 379 appareils. Un chiffre impressionnant. Et c'est justement pour cela qu'il ne dit presque rien de l'essentiel. À ce moment-là, 3 villes brûlaient déjà. Pour comprendre cette nuit-là, il faut d'abord comprendre l'arme elle-même. Un drone de frappe à longue portée, c'est une idée simple portée à grande échelle. Il n'a besoin ni d'un opérateur à proximité, ni du coup d'un missile. On programme les coordonnées avant le décollage, puis l'engin vole seul, en rasant le sol pour que les radars le repèrent le plus tard possible. Imaginez une lettre qui connaîtrait son adresse par cœur et volerait toute seule jusqu'à la bonne porte, sans facteur. Maintenant, imaginez que dans le ciel, ce ne soit pas une seule lettre, mais des centaines, toutes en même temps. La défense ne relève alors plus de la chasse, mais du calcul. Combien réussira-t-on à en abattre et combien passeront pendant qu'on s'occupe des autres? C'est là tout le principe d'une frappe massive. L'objectif n'est pas que chaque drone atteigne sa cible. L'objectif, c'est que la défense ne puisse physiquement pas être partout à la fois. On étire le coup sur 19 régions, et chacune doit se débrouiller seule, avec ses propres moyens, dans son propre ciel. Ici, les moyens sont nombreux. Là-bas, ils sont rares. Il suffit d'une seule brèche, au bon endroit, au bon moment, pour qu'un drone que personne n'a eu le temps d'intercepter atteigne son objectif. Une telle nuit ne se déroule pas en une seule frappe, mais par vagues successives. D'abord, des signaux isolés apparaissent sur les écrans, aux abords lointains. Puis ils se multiplient et n'arrivent plus d'une seule direction, mais de plusieurs à la fois. L'opérateur de la défense doit trancher rapidement. Qu'est-ce qui vise une cible importante? Et qu'est-ce qui ne sert qu'à disperser son attention? Une partie de ces signaux n'est justement là que pour ça, des leurres destinés à faire réagir ailleurs. Pendant que les moyens de défense se concentrent sur un secteur, dans le secteur voisin, quelque chose passe sous l'horizon radar et ne réapparaît plus jamais à l'écran. C'est pourquoi le chiffre de 379, avancé par les sources officielles russes, se lit à double sens. D'un côté, c'est effectivement beaucoup d'appareils abattus. De l'autre, il cache un second chiffre, celui qu'on ne place jamais en premier dans les bilans, le nombre de ceux qui n'ont pas été interceptés. Et pour paralyser 3 installations majeures dans 3 villes différentes, il n'en fallait pas beaucoup. Le premier incendie s'est déclaré au-dessus d'entrepôts. Pas au-dessus d'une base militaire, ni d'un aérodrome, mais au-dessus des entrepôts logistiques de Wildberries, à Kotovsk et à Elektrostal. Pour un regard extérieur, ce n'est qu'un nom de site marchand, des colis, des livraisons à domicile. Mais un grand entrepôt, c'est un nœud vital. Chaque jour, il fait transiter un flux entier, des milliers d'envois, des camions, des équipes, tout un rythme qui ne tient que parce que le bâtiment est intact et fonctionne. On ne remarque ce nœud que lorsqu'il cesse de fonctionner. On le remarque au moment précis où il prend feu et où tout le flux, sur toute la chaîne, s'arrête net. Un drone qui frappe un tel entrepôt ne vise pas des cartons. Il vise la capacité même de transporter et de distribuer. À quelques dizaines de kilomètres de là, à Noginsk, un autre feu brûlait, plus dangereux encore. Un dépôt pétrolier. Le carburant, c'est ce sur quoi repose tout mouvement, civil comme militaire. Un dépôt pétrolier, ce n'est pas une seule citerne, c'est tout un champ de réservoirs, installés côte à côte et reliés par des tuyaux. C'est précisément là sa faiblesse. On en enflamme un, et ensuite la chaleur travaille toute seule, se propageant au suivant. Voilà pourquoi un incendie de dépôt pétrolier est rarement modeste. Il grandit de lui-même, tant qu'il reste quelque chose à côté qui puisse brûler. Au sol, pendant ce temps, un autre combat s'engage, plus lent. Les équipes de secours arrivent près du dépôt pétrolier, mais impossible de s'approcher directement du champ de réservoir en flammes. La chaleur repousse les hommes, et le feu se propage plus vite qu'on ne peut le maîtriser. Un incendie de ce type, on ne l'éteint généralement pas, on l'encercle, on l'empêche de s'étendre, et on attend que ce qui a déjà pris feu finisse de se consumer. Cela prend des heures, non par manque de personnel,
mais parce qu'on ne négocie pas avec du carburant en flammes. Et c'est précisément là que l'histoire cesse de parler d'entrepôts et de citernes. Juste à côté du dépôt pétrolier de Noginsk se trouvait une maternité. Quand derrière le mur grandit la lueur d'un champ de carburant en feu, plus personne ne calcule les probabilités qu'un prochain impact tombe plus près ou pas. On évacue, tout simplement. Selon les données officielles russes, la maternité a été évacuée cette nuit-là même. Des femmes, des nouveau-nés, des personnes incapables de se lever seules, on les a sorties, on les a transportées, pendant que par les fenêtres, la lumière d'un feu qui n'était pas le leur envahissait la nuit. Revenons maintenant à ce grand chiffre d'interception. 379. Ça sonne comme le compte-rendu d'une défense victorieuse. Mais une défense ne se mesure pas au nombre d'appareils abattus, elle se mesure à ce qui reste intact derrière soi. Si l'on a abattu près de 400 drones, et que malgré tout, des entrepôts brûlent dans 2 villes et un dépôt pétrolier dans une 3e, cela veut dire que le calcul de l'attaquant ne reposait pas sur l'idée que tout arriverait à destination. Il reposait sur l'idée qu'une partie seulement arriverait, mais exactement aux bons endroits. Ce qui, du côté de la défense, ressemble à un bouclier ayant tenu face au gros de l'assaut, ressemble du côté de l'attaquant à un tamis à travers lequel on comptait justement faire passer quelques appareils, précisément là où il le fallait. Les 2 lectures de cette même nuit sont vraies. Elles regardent simplement depuis 2 angles différents. C'est ici qu'intervient le calcul le plus désagréable pour celui qui se défend. Un drone de frappe coûte plusieurs fois moins cher que tout ce qu'il touche. Moins cher qu'une citerne de carburant, moins cher qu'un entrepôt, souvent même moins cher que le missile utilisé pour tenter de l'abattre. Quand on dépense un intercepteur coûteux contre un appareil bon marché, on peut gagner la bataille dans un ciel donné et perdre quand même le calcul global. Et quand de tels appareils se comptent par centaines en une seule nuit, ce calcul cesse d'être un détail pour devenir une véritable stratégie. Ce n'est pas celui qui abat le plus qui l'emporte. C'est celui qui force l'autre, nuit après nuit, à dépenser du coûteux contre du bon marché, jusqu'à ce que, chez l'adversaire, soit les moyens, soit la patience, viennent à manquer. Au matin, le tableau était complet. Les entrepôts Wildberries de Kotovsk et d'Electrostal en flammes, le dépôt pétrolier de Noginsk en feu, avec un incendie qui s'alimentait lui-même, réservoir après réservoir. 19 régions au-dessus desquelles, cette nuit-là, quelque chose volait et retombait. Et les chiffres des pertes annoncées par les sources officielles russes, 8 morts, plus de 60 blessés. Rien de tout cela n'est confirmé de manière indépendante. Tout ce que l'on sait sur le nombre de victimes et sur le nombre d'interceptions provient du côté officiel russe, ensuite repris et synthétisé dans des bilans occidentaux, notamment dans un article de NPR. Une seule partie comptabilise à la fois ses propres appareils abattus et ses propres pertes, et ces chiffres doivent donc être lus comme la déclaration de cette seule partie. Mais derrière chacun de ces chiffres se cache quelque chose de bien plus concret qu'une statistique. Cette nuit-là, à Noginsk, on transportait des nouveau-nés loin de la lueur des flammes. Certains d'entre eux étaient venus au monde quelques heures à peine avant que le feu ne devienne visible par la fenêtre. On les a sortis. Et c'est cette image-là qui reste, une fois le chiffre des interceptions oublié. Pas le nombre d'appareils abattus au-dessus de 19 régions, mais le fait que des femmes avec leurs enfants aient dû être évacuées en pleine nuit d'une maternité, parce qu'à côté, du carburant brûlait, et que personne ne pouvait garantir que le coup suivant ne tomberait pas plus près encore. On peut se demander, franchement, ce qu'on aurait ressenti à la place de ces familles, réveillées en pleine nuit par une lueur qui n'était pas censée les concerner. Une chose reste certaine, peu importe le camp, ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent à devoir fuir en pleine nuit, un nouveau-né dans les bras, pendant que d'autres, ailleurs, comptent des chiffres sur un tableau.